Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Frédéric qui vient présenter aujourd'hui des livres. Alors des livres, certains vont dire que c'est pas des livres, mais on va parler uniquement d'une BD et d'une saga en particulier qui s'appelle Le Dernier des Templiers. Jingle. C'est pas mieux que Mélanie, hein. Moi aussi je bafouille. Ouais. Je vais parler d'une saga qui est en 6 tomes, qui s'appelle la saga du Le Dernier Templier. Fait, écrit et scénario par Raymond Coury, dessin et planche par Monsieur Lalore. Alors, j'ai découvert ça à la bibliothèque d'Asbrook, puisqu'on est abonné depuis quelque temps dans la bibliothèque de notre commune. Et donc, voilà. Je suis pas forcément penché fort sur les BD. En tout cas, je m'étais arrêté plutôt quand j'étais ado et même avant, c'est-à-dire Tintin, Astérix, et j'en passe des meilleurs, les Tuniques Bleues, et d'autres aussi, dont j'ai oublié le nom. Mais pour les fêtes, je cherchais quelque chose, on en a parlé dans la dernière vidéo, des lectures cool, quoi, enfin, on réfléchit pas trop. Et j'ai vu le premier tome d'une saga que j'ai commencé avant les fêtes. Et après les fêtes, on est retourné à la bibliothèque et j'ai pris le reste d'un coup, puisqu'elle était disponible. Et je vais parler de tout en même temps. Donc c'est la saga Le Dernier Templier. Le premier tome va s'afficher ici, parce que j'ai pas les couvertures à côté de moi. Donc le synopsis est le suivant. Grande soirée de vernissage au Metropolitan Museum de New York, où sont présentés les fabuleux trésors du Vatican. 4 cavaliers surgissent alors de nulle part. C'est pas Zorro, c'est des cavaliers. Semant la terreur devant les caméras après avoir dérobé plusieurs objets. L'un d'eux se révèle être particulièrement précieux, dissimulant certains secrets qu'on croyait enfouis à jamais. Tess, une archéologue, témoin de la scène, et Sean, un agent du FBI, vont mener une enquête dont l'issue s'achèvera décisive pour le monde chrétien. L'ultime secret des Templiers sera-t-il enfin dévoilé? Donc, comme je disais, la couverture est donc ici. Je disais donc que c'était une saga en 6 tomes et en 2 saisons. C'est assez étonnant pour des livres, pour des BD. Enfin, moi, c'est la première fois que je rencontre ça. Donc, la première saison comporte 4 tomes. Donc, on va aller en parler au fur et à mesure. Ce que je pense déjà de ce premier tome. Voilà. Ce qui m'attire en premier, c'est le côté historique et le côté templier. Mon entourage sera étonné si je dis que tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est mythologique, etc., ça m'amuse beaucoup, j'aime bien, ça me fait toujours sortir un petit peu du contexte actuel, de choses qui sont... Bref, quoi. Mais c'est en même temps quelque chose de très dangereux, parce qu'il y a eu tellement de choses, c'est un sujet dangereux, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites déjà dessus. On va parler de Dan Brown avec le Da Vinci Code, on va comparer ça avec Indiana Jones, je sais pas moi, lequel Indiana Jones, celui où il y a avec son père, la quête du Saint Graal. Donc c'est très difficile de rentrer dans le genre, parce qu'il y a eu des grosses choses de faites au cinéma, en livre, qui ont beaucoup de succès, et c'est courageux de leur part d'avoir essayé de faire quelque chose d'original dessus, et ils ont réussi. Je dois dire qu'ils ont réussi. En tout cas, le premier tome n'apporte rien d'exceptionnel, mais c'est un bon préambule, et on s'attache aux 2 personnages, que sont Tess et l'agent Riley. Je pense que ces 2 personnes-là s'apprécient beaucoup, mais ça, on va en parler notamment dans le 2e tome, ici, qui est Le Chevalier de la Crypte. J'espère que vous voyez bien l'écran. Alors, Le Chevalier de la Crypte, c'est le tome 2 de la saison 1. Donc, ils sont toujours à la recherche de ces fameux cavaliers. Mais ces cavaliers qui ont donc fait un casse dans le musée de New York. Mais les témoins et surtout les protagonistes de ce casse ont tendance à mourir très rapidement au fur et à mesure où ils se font appréhender par l'agent du FBI. Pendant que Tess, elle, l'archéologue, cherche
des indices plus dans des bouquins, etc. Donc, plus clairement, ce que j'ai apprécié dans ce tome, c'est le rapprochement des deux personnages. Vraiment, là, l'agent Riley et Tess se rapprochent. On sent, il n'y a pas besoin de deviner, pas besoin de faire de mystère. On sent que ça commence à s'apprécier très fort. J'apprécie également les allers-retours dans le temps. J'en ai pas parlé dans le tome 1. Ça va être un fil conducteur. J'aimerais bien vous montrer une petite image. Donc, il y a des images dans le présent, hein, mais on voit pas mal de choses également dans le passé. Donc, alors là, c'est pas très révélateur cette image ici. Je vais essayer d'en trouver une autre. Hein. Voilà, par exemple, des planches historiques. On retrouve l'histoire des Templiers. L'archéologue et l'agent Riley font leur enquête, mais en parallèle, on voit l'histoire qui se déroule. Donc tu veux dire, si je comprends bien, puisque je suis derrière la caméra, coucou tout le monde, qu'il y a une temporalité en fait tout au long du récit. Il y a une temporalité, c'est-à-dire que pendant tout le long du livre, tout le long des BD, on va retrouver d'un côté l'agent Riley et l'archéologue qui font des suppositions, et entre deux on retrouve des planches avec la fameuse histoire sur laquelle ils enquêtent. Et ça c'est toujours sympathique parce qu'on voit des voix dans le temps ce qui se passe. Et puis on voit là aussi l'agent Riley et Tess se plantent. Essaye de vous rapprocher. Ouais, je trouve que cette planche là par exemple, c'est du milieu. Alors. Voilà. C'était juste pour montrer. Moi ce que je regrette, et ça c'est le premier fil conducteur sur les deux premiers tomes, c'est que les planches sont très bien faites, les dessins sont très bien faits, c'est de la BD qu'on peut pas faire plus classique. Mais je regrette un manque d'expression sur les personnages. Quand les gens ont un trait d'humour entre eux, ou se disputent, enfin bref, on a tous un faciès, on a tous quelque chose. Et là, dans le dessin, je trouve que c'est pas très bien exprimé. Le tome 3, donc, qui est l'église engloutie. Donc, je vous les relis pas le synopsis, puisque le synopsis est identique pour les 4 premiers tomes. Donc, on avance toujours. Cette fois-ci, dans l'histoire, sachant que cette fois-ci, excusez-moi, je suis en train de regarder en même temps mes notes de lecture. C'est pas bien, parce que du coup, ça fait un blanc. L'histoire prend vraiment beaucoup de vitesse. L'histoire prend vraiment beaucoup de vitesse. Et le temps passe très vite aussi. C'est des BD qui font 48 pages à peu près environ. C'est un format ce qui est le plus standard dans les BD, 48 pages. Et on sent bien que c'est la préparation du final. Du final de la saison 1. Je ne sais pas s'ils avaient prévu de faire 2 saisons, ou s'ils avaient prévu de faire que 4 tomes, et après, bref. Les dessins, cette fois-ci, expriment bien l'action. On voit bien de l'action dans les dessins. Il y a beaucoup d'action et beaucoup moins de dialogue que sur les tomes précédents d'ailleurs. Mais c'est vrai que, j'ai envie de dire par exemple une scène de guérilla, des planches complètes sans dessin, je ne sais pas si on voit le bas. Si, là, on voit. Guérilla, bon, forcément c'est saignant, mais quand à l'époque des croisés, on ne faisait pas vraiment dans la douceur de toute façon, donc c'est plutôt réaliste. Et il y a peu de dialogue, mais beaucoup d'action. Et heureusement, les dessins le représentent bien. Par contre, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure par rapport au visage, je trouve que les visages, alors je ne sais pas si on voit bien la bulle qui est ici avec mon doigt, je trouve que les personnages ont une expression qui est toujours un petit peu la même, qu'ils soient en colère, fâchés ou une autre type d'expression négative. Je trouve que le dessinateur a un peu de mal, peut-être, à travailler sur les visages. Voilà. Effectivement, ce que je présentais dans les tomes précédents, et ça n'a pas été un secret de toute façon, c'est que effectivement Tess et Sean, donc l'archéologue et l'agent du FBI, c'est parti, et c'est parti pour les 6 tomes. Surtout, quel sera le vrai secret du Vatican, quel sera le vrai secret que les Templiers cherchaient à garder, et pourquoi les Templiers étaient aussi craints par le Vatican. On l'apprendra dans le tome 4.
4, qui est le faucon du temple. Je ne sais pas si on voit bien, le faucon du temple. Donc le faucon, on en parle au début du premier tome, que vous voyez ici, c'est le bateau sur lequel les croisés se sont échappés de Jérusalem quand ils ont perdu la ville sainte. Et donc, et non pas Jérusalem, hein, de l'artiste Jérusalem, de l'artiste, tout le monde aime bien la mode. Donc, là, on va, alors je vais pas donner quels sont, en fait c'est l'histoire du train qui en cache un autre. On va apprendre bizarrement un big secret au milieu du livre, enfin, quand je dis au milieu, assez rapidement, et on se dit mince, c'est ça le secret des Templiers. Alors ce que je regrette et ce que je critique dans ces tomes, et c'est encore plus vrai dans les tomes, c'est des planches comme ceci. Bon alors là je vais éviter de révéler le secret qui en cache un autre, mais des grandes planches comme ceci, c'est ce que je regrette un peu parce qu'en fait il y a beaucoup de dialogue, un seul dessin. Là on a vraiment l'impression que les auteurs, la maison d'édition, etc., ils ont demandé un résumé pour essayer de gagner du temps, de l'encre, de l'argent et de l'impression. C'est dommage parce que je pense qu'il y avait moyen de faire quelques planches supplémentaires avec un dialogue, des personnages qui bougent et des choses comme ça. Ouais, ça fait un peu remplissage rapide. Ça fait un peu remplissage rapide parce que bon, il y a une grande page, là, j'espère qu'on la voit bien, alors que le dialogue là commence déjà ici. Donc ça fait beaucoup de blabla. Alors, certes, on parle d'un grand secret du Vatican, mais néanmoins, ça fait vraiment beaucoup de remplissage et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que ça gâche un peu le plaisir de la BD. C'est-à-dire que là, on arrive parfois sur du texte. À la rigueur, il y aurait une page blanche avec un grand texte de roman, ça aurait été aussi bien. Parce que c'est pas assez révélateur. Donc, je ne vais pas révéler l'intrigue, mais ça va être ma grosse critique sur les 4 premiers tomes. C'est d'une part les dessins, qui sont où les visages manquent parfois un peu d'expression. Regardez là par exemple un homme déçu qui rigole. Je vois pas la différence entre cet homme qui rigole et l'homme tout à l'heure, dont je vous montrais, qui était en colère. Hein. Je trouve pas ça très. Je trouve que l'expression des visages est toujours un petit peu identique. C'est dommage. Regardez. Alors, sur la même planche, hein, l'homme qui rigole. Non, je crois que celui qui rigole pas, il dit quoi? Oui, ah ah. Et un homme qui est stupéfait. Ah mon Dieu. Je trouve que la différence n'est pas très flagrante dans le faciès. C'est dommage. Sinon, pour l'intrigue en elle-même, c'est vraiment très bien. Ce qui a été fort de la part des auteurs, c'est que, comme je le disais au début de cette vidéo, c'est quand même un sujet dont on entend et on en a vu, relu et relu beaucoup de choses différentes. Ils ont réussi à faire quelque chose de nouveau et ils ont réussi aussi à faire un petit tour de passe-passe avec le train peut en cacher un autre, c'est-à-dire un secret révélé qui en cache un plus gros à la fin du livre. Voilà. Et on a toujours en parallèle la version des Templiers. Donc est-ce que Tess et Riley sont dans le vrai? On saura peut-être dans la saison 2. Saison 2 qui ne comporte que 2 tomes. Le premier ici, qui est l'œuvre du démon. Et le second qui est le Chevalier Manchot. Saison 2, donc ça se passe 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, donc le synopsis historique est de ce qui va arriver après, de nos jours. À 1203 à Constantinople, un groupe de Templiers dérobe des documents secrets destinés au pape. Dissimulés dans les coffres, ceux-ci vont pourtant disparaître. De nos jours, l'agent Riley est à Rome afin de consulter les archives du Vatican, privilège permis à un agent du FBI. Riley est en fait à la recherche d'un document caché dans les archives de l'Inquisition qui lui permettrait de retrouver Tess, enlevée par un terroriste aussi mystérieux que dangereux. Riley ne sait pas encore que ce document a un lien avec les textes disparus des siècles auparavant. Donc là, on pensait en avoir fini avec les Templiers. Et ben, ils vont nous refaire le coup du secret pas en cache un autre. C'est-à-dire que le secret qui était révélé en 4
dans le 4e tome de la saison 1, va en cacher un plus gros qui va être révélé sur les 2 tomes. Alors le premier, c'est de l'action pure. Pendant toute la première partie de la BD, puisque l'agent Riley va au Vatican, cherche des documents, et après moult péripéties, arrive à s'évader pour essayer de récupérer plus tard Tess. Alors, comme dans les premiers tomes, ils ont gardé le même principe. Tantôt nous sommes de nos jours, tantôt nous sommes dans le passé. Cette fois-ci, il y a même plus de planches historiques. Alors, il y a des grandes parties historiques avec beaucoup de texte, et des grandes parties ici historiques, avec quasiment aucun texte. Ah, même sans texte. Même sans texte. Voilà. C'est dommage, hein, parce qu'il y a un problème d'équilibre, je trouve. Ensuite, on a l'impression que l'auteur a essayé de travailler un petit peu sur le dessinateur. L'illustrateur. L'illustrateur a essayé de travailler un petit peu sur les yeux, entre deux. Mais sur le visage des protagonistes, non, il n'y a pas de changement. C'est toujours aussi compliqué de savoir dire si c'est du bonheur, du malheur, enfin, quelle est la vraie expression sans lire le texte. Parce qu'une BD, normalement, doit savoir deviner l'expression, théoriquement, sans pour autant lire. Là, c'est pas le cas. Alors, je vais donner un exemple. Regardez. Le héros du livre, il n'est pas toujours dessiné de cette façon-là. Là, il y a vraiment une seule trogne. Le dessin n'est pas... Je trouve que le dessin n'a pas l'air fini. Et ils sont repartis dans leur travers de grandes tirades sur des grandes planches. Et encore une fois, je trouve ça dommage. Par contre, je trouve que le côté historique, en tout cas, je ne me suis pas renseigné si tout était bien fait, mais en tout cas, ça me paraît très vraisemblable au niveau des dessins. Après, l'histoire, c'est autre chose. Voilà. Donc, vous apprendrez rien de décisif sur le tome 5, qui est une grosse préparation au tome 6. Si ce n'est que vous allez prendre beaucoup de plaisir dans le passé. Savoir ce que les Templiers ont fait, comment ils l'ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Et enfin, le dernier tome de la saga, qui est le Chevalier Manchot, qui n'est autre que le dernier Templier en vie tout simplement, et qui va toujours protéger ce secret que vous apprendrez donc à la fin, un peu avant la fin, puisqu'ils vont nous laisser entrevoir après à la fin ce que deviendront les deux amoureux. Et ce qui est arrivé des Templiers à la fin également de l'histoire. Donc, pour conclure toute cette saga et cette deuxième saison, donc je reprends mes petites notes parce que j'ai écrit, je parle beaucoup, puis je commence à avoir soif, à la vôtre. Et moi je bois pas du thé, hein, je bois du rhum. Je plaisante, c'est du café. Donc, le point positif de tout ça, de toute cette saga et de la deuxième saison, c'est qu'en l'histoire en elle-même, on a eu des thèmes qui ont été compliqués, ça a été bien traité. Ils ont réussi à faire une histoire originale. Les personnages sont attachants malgré tout. Hein. Tess, l'archéologue, Riley, l'agent du FBI. Ils vont donner tout ce qu'ils ont dans la recherche de la vérité, quoi qu'il en coûte. Mais après, ils vont préserver la vérité au profit de la société si possible. Parce que si la société n'est pas prête à encaisser la vérité, ils vont la garder pour elle. Vous ajoutez à ça l'amour, la trahison, la foi, ça va vous donner une jolie potion, un joli mélange, et je pense que seul le professeur Rock saura quoi en faire. Ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qui m'a tiré au premier coup d'œil, ne m'a pas déçu, c'est-à-dire les flashbacks historiques. On va retrouver des Templiers, les décors historiques du temps où ils ont vécu au Moyen-Âge. Par contre, le point noir pour moi de cette BD et de cette saga, c'est les planches. Ces grandes planches remplies, plein de textes, et les manques d'expression sur les personnages. Voilà. Néanmoins, j'espère que ça vous aura donné envie d'attaquer, de lire cette saga, qui pèse son poids. Et puis, moi je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ces BD.
à bientôt avec Mélanie ou sans Mélanie, on verra si on a des lectures en commun. Bye bye.